Pour ce prochain segment, il est question d'un pays gigantesque, avec une riche culture et un potentiel économique énorme, mais largement sous-exploité. On se parle bien sûr de l'Inde. Parce que le pays change et évolue à une vitesse effarante, un peu en marge des grandes puissances mondiales, comme la Chine ou les États-Unis. Et c'est loin d'être par hasard d'ailleurs. Un peu à cause de son histoire, l'Inde a toujours essayé autant que possible de rester en dehors des grands affrontements géopolitiques. Le pays généralement préfère avancer ses propres intérêts, et c'est un peu compréhensible. Il faut s'en rappeler. Pendant une longue période de son histoire, l'Inde a été une colonie britannique. L'époque coloniale a marqué la société au fer rouge et a laissé un goût très amer quant à l'intervention des puissances étrangères. Lors de la partition de l'Inde en 1947, les Britanniques ont divisé le pays de manière complètement ridicule, sinon carrément aléatoire, causant des millions de réfugiés, un conflit qui dure encore aujourd'hui entre l'Inde et le Pakistan. Le résultat, c'est que depuis la partition et l'indépendance du pays, l'Inde a toujours essayé de faire la promotion de sa propre souveraineté nationale, tout en s'éloignant des grandes puissances. C'est un principe qu'on appelle le non-alignement, qui est à la base de la posture indienne depuis des décennies. Pendant la guerre froide, par exemple, l'Inde a pratiqué vigoureusement le non-alignement en rejoignant le mouvement des non-alignés, un groupe de 120 pays qui refusaient de choisir entre l'influence de l'Union soviétique et celle des États-Unis. Encore aujourd'hui, l'Inde a beaucoup de réticence à former des partenariats avec des puissances étrangères et lorsqu'il le fait, le pays cherche rapidement un contrepoids chez une puissance étrangère. C'est la version moderne de la stratégie de non-alignement. Et c'est un peu dans cet état d'esprit en 1998 que l'Inde annonce au monde entier qu'elle possède la bombe nucléaire, ce qui lui offre un puissant pouvoir de dissuasion face aux autres grandes puissances. D'une manière, l'Inde annonce qu'elle joue maintenant dans la cour des grands, qu'elle n'a pas besoin d'être protégée par personne et qu'elle tient à tout prix à son indépendance ainsi qu'à sa souveraineté. Mais lorsque l'Inde devient une puissance nucléaire, la pression de ses adversaires augmente considérablement. D'abord, le Pakistan, voisin très hostile, teste sa propre bombe nucléaire 2 semaines seulement après l'annonce de l'Inde. Déjà en 1965, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan déclarait que si l'Inde obtenait des armes nucléaires, nous mangerons du gazon ou des feuilles, mais nous en obtiendrons nous aussi. Donc ça met la table. Donc vous comprendrez qu'au début des années 2000, les relations entre l'Inde et le Pakistan atteignent un point de crise. Les affrontements à la frontière deviennent de plus en plus intenses et la Chine, de son côté, semble émerger comme une compétitrice dans la région asiatique. En plus d'avoir une alliance avec le Pakistan, elle a aussi ses propres revendications territoriales contre l'Inde, particulièrement dans la région du Cachemire. Tout ça va placer le gouvernement indien dans une position un peu inconfortable et le forcer à faire un recalcul de sa politique étrangère. Graduellement, à partir du début des années 2000, l'Inde se met donc à ouvrir la porte à l'influence des États-Unis. Pour le gouvernement indien, c'est surtout une manière d'offrir un contrepoids à la Chine et d'augmenter les investissements internationaux à l'intérieur du pays. Pour Washington, l'Inde est un joueur absolument essentiel qui permet de pousser la Chine en dehors de l'océan Indien tout en augmentant l'influence américaine en Asie du Sud. Et ça, c'est sans parler du potentiel économique du pays, qui est absolument formidable. Avec une population de plus d'1 milliard de personnes, l'Inde pourrait devenir un véritable mastodonte économique. Aujourd'hui, c'est au moins la moitié de la population, plus de 600 millions de personnes qui sont âgées de moins de 25 ans. Aucun pays n'a plus de jeunes que l'Inde. C'est une belle perspective d'avenir, mais c'est aussi un énorme défi puisque seulement 2,3% des Indiens en âge de travailler ont fait des études. Ça crée une population largement sans éducation qui peine à occuper des emplois économiquement productifs. En fait, encore aujourd'hui, beaucoup de jeunes Indiens se tournent vers une agriculture de subsistance. Et pour que l'Inde puisse sortir de cette dynamique, le gouvernement estime qu'il faudrait construire 1000 universités et 50 000 collèges professionnels dans les 10 prochaines années.
La tâche est herculéenne. Il faut organiser une vision à long terme, attirer des investissements étrangers et moderniser l'industrie agricole pour libérer des jeunes et les rediriger vers des emplois plus productifs. Actuellement, l'Inde compte environ 100 millions de petits fermiers. Donc, pour leur permettre de grimper dans l'échelle économique, il va falloir créer des millions d'emplois et s'assurer qu'ils aient l'éducation nécessaire pour en profiter. Parce que sinon, l'Inde risque de dramatiquement manquer le bateau et de se retrouver avec une énorme population de jeunes adultes sans emploi, sans éducation et sans opportunités économiques. Un contexte extrêmement propice à l'instabilité politique. Surtout que la politique indienne est déjà extraordinairement complexe et que l'unité du pays est relativement fragile à cause de la pluralité de sa composition culturelle. Il existe en Inde un grand nombre de minorités ethniques et religieuses et chacune des régions présente ses propres particularités, autant économiques que identitaires. Ça crée tout un casse-tête de politique intérieure qui complique considérablement le travail du gouvernement. La langue officielle n'est parlée que par environ 41% de la population, ce qui veut dire que même la communication est très difficile. En fait, le pays est une mosaïque de différentes identités qui présentent des inégalités majeures. Pendant que certaines grandes villes connaissent un développement et une industrialisation rapide, plus de 50% de la population n'a toujours pas accès à de l'eau potable, faisant du pays l'épicentre d'une des plus graves crises sanitaires de toute la planète. Chaque année, 200 000 Indiens sont tués par la mauvaise qualité de l'eau. Le problème est gigantesque, il est culturel, il est sociétal, il est endémique. Malgré les efforts du gouvernement pour construire des aqueducs ainsi que des millions de toilettes, la défécation en public demeure une pratique très répandue et les rivières indiennes sont systématiquement parmi les plus polluées du monde. C'est un exemple qui illustre bien les défis énormes qui se dressent devant le gouvernement indien, qui en plus de développer son économie, se doit de moderniser la société elle-même. Depuis 2014, le premier ministre du pays, Narendra Modi, a accéléré considérablement le processus. Il faut savoir que c'est un politicien extrêmement populaire, qui est vu comme un homme du peuple, et qu'en 2017, 85% des Indiens se disaient satisfaits de son gouvernement. Mais quand même, récemment, il a proposé une réforme de l'agriculture qui a causé des manifestations monstres chez les fermiers, comme quoi même les réformes de Narendra Modi peuvent faire face à des contestations. Son gouvernement n'est pas invincible, il doit donc faire preuve de stratégie et d'adresse pour pas trop brusquer une société ancrée dans la tradition. Et d'une manière, c'est un énorme problème puisque l'Inde est loin d'avoir tout son temps devant elle. Les problèmes économiques sont majeurs, la population est de plus en plus frustrée et les pressions externes en provenance du Pakistan et de la Chine sont plus fortes que jamais auparavant. En fait, la Chine oppose à l'Inde une stratégie d'encerclement qui jusqu'ici est extrêmement efficace. Son influence est particulièrement forte sur le Myanmar, le Pakistan, le Bhoutan ainsi que le Sri Lanka. Pour faciliter son accès à l'océan Indien, la Chine a entamé la construction de corridors économiques à travers le Myanmar et le Pakistan qui lui permettent de contourner le détroit de Malacca et de sécuriser l'approvisionnement en pétrole à partir du Moyen-Orient. Tout ça n'augure absolument rien de bon pour l'Inde, qui veut projeter sa propre influence dans l'océan Indien et former son propre réseau d'alliances. Encore une fois, l'évolution de la situation géopolitique exige un réajustement. Et c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui, alors que l'Inde et les États-Unis multiplient les gestes de collaboration bilatérale. Ce nouveau rapprochement vers Washington est loin de plaire à tout le monde en Inde, surtout pas aux tenants de la tradition indienne de non-alignement. Mais quand même, le réalisme et le pragmatisme finissent par l'emporter. Depuis des années, à travers toute la région, la Chine s'est mise à jouer des échecs en 4 dimensions. Donc l'Inde n'a plus le choix. Elle doit, elle aussi, rejoindre la partie et avancer ses pions.
Il devient impossible de s'abstenir et de rester dans les marges, parce que militairement, le pays a énormément de rattrapage à faire avant de pouvoir assurer lui-même sa propre sécurité face à la Chine. Les forces armées indiennes sont mal financées, mal équipées et mal entraînées. La marine est trop faible, est incapable de projeter de la force dans l'océan Indien. Même chose pour les forces aériennes, qui ne sont pas assez nombreuses et qui opèrent de vieux appareils. Et là-dessus, il faut être indulgent avec le gouvernement indien, puisque c'est pas comme s'il n'investissait pas déjà massivement dans ses forces armées. Dans les 20 dernières années, le budget militaire a augmenté d'au-dessus de 250%. Et c'est aujourd'hui le troisième plus grand budget militaire du monde, après les États-Unis et la Chine. Mais le problème, c'est que le gros du budget va encore sur les salaires et les pensions des soldats. Donc très peu des investissements se transforment en gains tangibles de capacité militaire. Ajoutez à ça les conflits avec le Pakistan et la Chine, qui mobilisent eux aussi une partie importante du budget, et il reste vraiment pas grand-chose pour l'acquisition de nouveaux équipements ou l'amélioration des forces armées. Ce que ça donne, c'est un gros point d'interrogation quant à la capacité réelle de l'Inde à défendre son territoire dans l'éventualité d'un conflit. Grâce à son alliance avec la Chine, le Pakistan est une menace importante et la seule manière d'amener un contrepoids, c'est de se rapprocher de Washington, qui, malgré son influence réduite dans le monde, possède toujours la plus puissante armée et un vaste réseau diplomatique qui permet de briser la domination de la Chine dans la région. À partir de 2016, donc, au début du mandat de Donald Trump, le rapprochement entre les deux pays va s'accélérer considérablement et les élites indiennes vont commencer à mieux accepter la nouvelle influence de Washington. Il faut savoir que Trump est très apprécié en Inde, pour deux raisons en particulier. D'abord, il s'oppose viscéralement à la Chine et impose des tarifs sur les exportations chinoises qui jouent directement en faveur des intérêts indiens. Ensuite, et ça en Inde, c'est très important, Donald Trump déteste le Pakistan. En 2018, le président américain publie la déclaration suivante sur son fil Twitter. Les États-Unis ont idiotement donné plus de 33 milliards de dollars en assistance au Pakistan au cours des 15 dernières années et nous n'avons reçu en retour rien d'autre que des mensonges et des tromperies, prenant nos leaders pour des idiots. Ils prêtent refuge aux terroristes que nous chassons en Afghanistan avec très peu d'aide. C'en est assez. Environ 8 mois plus tard, Donald Trump passe de la parole aux actes et suspend un financement de 300 millions de dollars pour le Pakistan sous prétexte que le gouvernement ne fait pas assez contre le terrorisme. Pour le gouvernement indien, c'est presque un rêve devenu réalité. Trump est un allié parfait. Enfin, quelqu'un déteste le Pakistan autant que le fait l'Inde. Peu de temps après, donc, un sondage a lieu au sein de la communauté stratégique de l'Inde et pour 75% des répondants, les États-Unis étaient devenus le partenaire le plus important dans les enjeux globaux. C'est un revirement incroyable. En quelques années seulement, les élites indiennes en sont venues à largement accepter la place de Washington comme allié face à la Chine. D'ailleurs, 54% considèrent que c'est la Chine qui représente la plus grande menace extérieure. En plus de financer et d'appuyer la modernisation du Pakistan et de ses forces armées, la Chine devient de plus en plus agressive dans la région du Cachemire, où un conflit militaire a failli éclater pas plus tard que cet été, lorsque les soldats indiens et chinois en sont venus au coup de poing et que plusieurs ont été battus à mort ou simplement asphyxiés par l'altitude. Depuis des années, le risque d'escalade a poussé les deux pays à désarmer leurs soldats sur la frontière, mais de plus en plus, la Chine installe de l'infrastructure, comme des ponts, des routes et des bases, pour préparer un affrontement plus sérieux. Pour l'Inde, il n'y a pas vraiment d'autre option. Il faut que le pays s'industrialise, et rapidement, parce que le potentiel est énorme, mais que les risques le sont tout autant. D'un côté, la population indienne devrait surpasser celle de la Chine d'ici quelques années, ce qui en fera le pays le plus peuplé du monde. Si le gouvernement peut saisir l'opportunité de mettre tout ce beau monde au travail dans des industries productives avec une bonne éducation, il
Il n'y a aucun doute que l'Inde va devenir une superpuissance économique dont les produits vont être exportés partout dans le monde et dont l'influence culturelle sera parmi les plus répandues. Selon certains analystes, d'ici 2030, le pays pourrait être la 4e économie mondiale, avec le potentiel de concurrencer la Chine et les États-Unis d'ici 2050. Ça, c'est le scénario optimiste. Le scénario dans lequel le gouvernement est en mesure d'éduquer et de mobiliser son énorme jeune population, tout en modernisant l'économie, ainsi que les mœurs de la société. L'autre possibilité, c'est que le gouvernement rate son coup, que les divisions internes rendent impossible l'exercice d'une vision à long terme et que l'opportunité se transforme en désastre économique. C'est des centaines de millions de jeunes adultes sont poussés dans la précarité par un manque d'éducation, un manque d'opportunités ou d'emploi. Les conséquences pourraient être absolument dramatiques. Sans éducation, les réformes sont impossibles. Et si l'éducation n'est pas combinée à de réelles opportunités d'emploi et d'avancement social, c'est un autre danger qui guette le pays qui est tout aussi dommageable, soit l'exode des cerveaux. Lorsqu'une société réussit à former un travailleur qualifié mais qu'elle n'a pas d'emploi conséquent à lui offrir, le travailleur en question cherche à quitter le pays et à émigrer ailleurs. Déjà en ce moment, l'exode des cerveaux indiens est un problème puisque le gouvernement paie pour l'éducation supérieure sans en récolter les dividendes. Économiquement, c'est un jeu à somme négative qui ne peut pas durer très longtemps. Pour suivre la même croissance exponentielle qu'a connue la Chine, les défis sont nombreux et difficiles à relever. Une mauvaise gestion politique pourrait saper le processus. Il est très dangereux de tomber sous l'influence des Américains, au point d'en devenir dépendant. Malgré le rapprochement avec Washington, on sent que l'Inde veut conserver son autonomie stratégique et elle ne se gêne pas pour entretenir des relations productives avec la Russie pour contrer l'influence américaine. Encore une fois, on constate à quel point la géopolitique est un jeu d'équilibre qui force à choisir entre l'indésirable et l'inacceptable. Puisque l'Inde veut éviter d'être aspirée par la Chine, elle bouche son nez et serre la main des autres grandes puissances en espérant que bientôt son tour viendra et qu'elle aussi pourra aspirer au titre de grande puissance. Mais là-dessus, je me permets de vous soumettre une question à laquelle je ne peux pas m'empêcher de réfléchir lorsqu'il est question de l'Inde, de la Chine et de leurs trajectoires respectives. On a vu à quel point les défis internes sont énormes, à quel point gouverner plus d'1 milliard d'êtres humains, c'est un exercice extrêmement complexe. Et quand on compare la Chine avec l'Inde, les différences sont frappantes. Alors que la Chine est largement industrialisée, l'Inde est encore au début du processus. Pourtant, les deux ont des profils géographiques similaires. Les deux ont une énorme population. La République de Chine a été fondée en 1949 et l'Inde a obtenu son indépendance en 1948. Donc la question se pose, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la Chine a un PIB 5 fois supérieur à celui de l'Inde? Évidemment, il y a l'éléphant dans la pièce, et c'est le système politique. C'est difficile de l'ignorer. Alors que la Chine pratique un modèle autocratique, centralisé, avec un contrôle serré de l'information, l'Inde, de son côté, pratique un modèle pluraliste, démocratique, qui permet non seulement la liberté d'expression, mais aussi l'existence d'une opposition politique, ce qui n'est pas le cas en Chine. En plus de moderniser le pays, le leadership indien doit aussi composer avec un public divisé, avec des factions internes, des joutes électorales et d'autres prérogatives politiques hautement contraignantes. C'est une question extrêmement inconfortable et plusieurs vont m'en vouloir, ne serait-ce que de la poser. Mais est-ce qu'il est possible que le modèle chinois soit mieux adapté à la gouvernance d'une aussi grosse population? Est-ce qu'il est possible que pour passer de la misère à la prospérité de manière aussi rapide et drastique, un certain niveau d'autorité et de prévisibilité soit nécessaire? Les démocraties présentent des avantages, mais aussi des faiblesses considérables, surtout lorsqu'il est question de préparer le futur à long terme. Les prérogatives électorales forcent les gouvernements à regarder 3, 4,
5 ans en avant, jamais beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Les grandes réformes et les projets de société, la recherche, les projets d'infrastructure qui prennent 10 ans à construire, c'est extrêmement difficile quand les orientations du gouvernement peuvent changer à tous les 4 ou 5 ans et que le prochain peut faire table rase dans un cycle perpétuel d'études de faisabilité, de comités parlementaires, d'intervention des lobbies, pour que finalement, une solution qui ne fonctionne pas soit appliquée 15 ans plus tard. Vous connaissez très bien ma position sur le Parti communiste chinois, sur les atrocités qu'il commet, sur la dystopie qu'il est en train de construire. Mais j'observe les mêmes choses que vous. Et donc je vous pose la question. À votre avis, est-ce que le modèle politique a un rôle à jouer dans l'écart entre l'Inde et la Chine? Si oui, à quel point? Ou sinon, est-ce que c'est autre chose? J'ai hâte de vous lire là-dessus, sans jugement. On est là pour réfléchir. « 7 jours sur Terre », c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.